Bienvenue dans cette quatrième édition d'Impact, le premier journal vidéo de l'économie sociale et solidaire, tous les mois sur Mediatico.fr, et c'est tourné ici dans la lingerie des grands voisins. On les remercie d'ailleurs pour leur accueil. Alors dans l'actualité de l'économie sociale et solidaire ce mois-ci, les enjeux sociaux au cœur des circuits économiques. Et oui, avec d'abord la quinzaine du commerce équitable qui est centrée cette année sur l'égalité femmes-hommes, avec la première promotion des entrepreneurs sociaux pionniers de French Impact, avec aussi les valeurs sociales qui vont intégrer désormais l'ADN des entreprises classiques. On va réécrire le code civil pour ça. Nous entendrons Nicole Notat sur le sujet tout à l'heure, et puis notre invité du jour, Éric Forti, vice-président du CNCRES, qui réagira aussi à notre reportage sur les cuistots migrateurs. Enfin, ne ratez pas en fin de journal notre agenda, et puis notre coup de cœur sur Paris Solidarité, qui organise des jeux de piste participatifs et solidaires. Vous verrez ça, mais tout de suite, l'actu. Et on commence tout de suite par la quinzaine du commerce équitable qui vient de s'ouvrir et qui dure jusqu'au 27 mai, 18e édition en cette année 2018, avec beaucoup d'associations et d'entrepreneurs sociaux qui sont mobilisés sur le thème cette année de l'égalité femmes-hommes. Car en proposant des revenus justes pour celles et ceux qui produisent dans le monde ce que nous consommons ici, nous dit la campagne officielle, le commerce équitable contribue à faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour la première fois l'an dernier, les Français ont dépensé plus d'1 milliard d'euros de produits issus du commerce équitable. On peut faire encore mieux cette année. Les pionniers French Impact, c'est parti. 200 candidatures auprès du ministère de la Transition écologique, 45 présélectionnés, 5 jurys régionaux et au final une quinzaine de projets qui ont été retenus avec un modèle économique solide et un impact positif sur le plan social ou environnemental. Le nom des lauréats doit être communiqué d'ici fin mai. Ils vont bénéficier des conseils du premier accélérateur national de l'innovation sociale, mais aussi de financement pour déployer leur impact sur toute la France. Un soutien public essentiel au développement de l'innovation sociale en France, mais qui déçoit aussi les petits entrepreneurs sociaux qui n'ont pas pu postuler. Ils attirent d'ailleurs l'attention du président de la République au travers d'une tribune publiée sur Mediatico.fr. Écoutez. Eh bien, en souhaitant candidater, je me suis aperçu, je pense que je n'étais pas le seul, je me suis aperçu qu'il fallait réaliser au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires pour être éligible à cet appel à projet, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas de beaucoup de structures comme la nôtre et puis comme tous ceux qui ont co-signé la tribune. L'idée, c'est de demander au gouvernement d'inclure dans cette politique publique de soutien à l'innovation sociale, d'inclure les entrepreneurs sociaux qui sont de taille plus petite. L'idée, au fond, c'est d'attirer l'attention du président de la République sur cette Startup Nation sociale qui est en train de se créer et à laquelle il peut donner une impulsion pour que demain, ces startups se hissent aux côtés de ces lauréats French Impact et soient la fierté de la France, une Startup Nation qui incarnerait les valeurs de notre pays, les valeurs d'innovation, de progrès social. Voilà, ne pas oublier les petits. Et puis dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, ça bouge aussi du côté des grands partenaires que sont les entreprises. La loi Pacte de Bruno Le Maire va en effet reprendre plusieurs recommandations du rapport Nota-Sénart sur l'entreprise et l'intérêt collectif. Développer les entreprises à mission, intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans la raison d'être de l'entreprise et réécrire le code civil en conséquence. C'est un grand pas en avant, nous a confié Nicole Notat. Le ministre de l'économie a confirmé l'idée qu'il allait introduire dans le code civil le principe que les sociétés, donc les entreprises, sont bien sûr au service de leurs actionnaires, mais qu'ils doivent aussi considérer la réalité d'aujourd'hui, leur écosystème d'aujourd'hui, et donc de prendre en considération leurs enjeux sociaux et environnementaux. C'est un grand pas en avant que va dire le droit et qui sera prolongé par une responsabilité des conseils d'administration, car c'est à eux derrière de dire ce que sont ces enjeux sociaux et environnementaux quand ils déterminent la stratégie de l'entreprise. Et puis on crée des entreprises à mission, c'est-à-dire l'idée que des entreprises peuvent à la fois de manière opposable avec le vote de leurs actionnaires, être à la fois un business qui fait du profit comme toutes les entreprises, mais aussi avec des intentions sociales et sociétales beaucoup plus fortes, beaucoup plus affirmées. Alors l'économie sociale et solidaire est-elle en train de transmettre ses valeurs aux entreprises classiques? On en parle tout de suite avec notre invité.
Et dans Impact, nous recevons tout de suite Éric Forti. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes président de la CRES Île-de-France, vice-président du Conseil national des CRES. Les CRES, ce sont les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire qui regroupent les acteurs de l'ESS et qui font aussi la promotion de l'économie sociale et solidaire au sein des régions. En quelques mots, combien de CRES en France et puis quelles sont vos relations avec les pouvoirs publics ? Alors il y a actuellement, depuis la loi NOTRe et la fusion des régions, 13 CRES sur le territoire métropolitain et 4 CRES sur les territoires ultramarins. Ce sont des associations régionales qui ont été définies et structurées à partir de la loi ESS 2014 et qui consistent à travers leur mission à regrouper toutes les entreprises de l'ESS telles que la loi les a définies du territoire régional où elles agissent. La loi de Benoît Hamon, hein. Oui, c'est la loi 2014 de Benoît Hamon, qui confie aussi à ces CRES, à ces entités associatives, des missions. La première mission, c'est la représentation de leurs membres, donc des entreprises de l'ESS du territoire régional, devant les pouvoirs publics. La deuxième mission, comme vous l'avez dit, c'est d'observer, de promouvoir et de sensibiliser le grand public aux principes de l'ESS. Comment vous vous y prenez ? Le plus gros moyen dont nous disposons en termes de stratégie de développement, de promotion et de sensibilisation, c'est la campagne annuelle du mois de l'ESS. Au mois de novembre. Voilà, au mois de novembre, depuis 10 ans, toutes les CRES sont à la manœuvre pour promouvoir à travers des événements divers et variés les principes de l'ESS, les faire connaître. Alors vous êtes au plus près du terrain. Qu'est-ce que vous constatez sur les terrains ? Comment est accueillie cette initiative French Impact lancée par le gouvernement pour essayer de fédérer les acteurs économiques qui ont un impact positif sur la société ? Alors au départ, French Impact, c'était une demande. Alors on ne l'avait pas appelé French Impact, hein. On était plusieurs à travailler dans une commission nationale au sein du Conseil supérieur de l'ESS, présidée par Hugues Sibyl d'ailleurs, sur... Qui a été notre premier invité dans Impact, ce journal vidéo. J'ai vu d'ailleurs cette vidéo. Donc avec Hugues, on était une vingtaine de membres du Conseil supérieur à travailler sur l'accélération de l'innovation sociale sur les territoires. On était depuis 2 ans sur des processus d'accélération qui étaient basés sur de l'accompagnement, de l'accès au financement et de la reconnaissance de l'innovation sociale comme étant un des vecteurs de la transition économique que le pays doit vivre. À l'initiative du haut-commissaire à l'ESS quand il a été nommé, Christophe Itier, nous avons resserré nos travaux pour conduire une réflexion qui aboutissait à un rapport en octobre 2017 et qui devait être présenté au haut-commissaire. Sauf qu'au moment où on a présenté ce rapport, le haut-commissaire est arrivé avec une batterie de conseillers, de cabinets conseils qui nous ont expliqué ce qu'ils allaient faire. En conséquence de quoi, nous avons considéré dans cette commission que nous avions travaillé un peu dans le vide, mais finalement, à la discussion avec le haut-commissaire et ses experts, on a constaté qu'il y avait beaucoup de points communs. Donc un peu de déception sur la façon de faire, mais finalement de la satisfaction sur le point d'aboutissement. Sur le point d'aboutissement, sur le papier, on ne pouvait être que d'accord sur la nécessité d'investir des moyens publics sous forme de financement solidaire, mais également sous forme de parrains, de cabinets conseils, d'entreprises conseils qui allaient, sous la forme des pionniers tels qu'ils sont présentés, être des chefs de file territoriaux pour agglomérer autour de ces entreprises pionnières des entreprises qui profiteraient de leur dynamique et profiteraient de leur capacité à drainer et à tirer, telle la formule du premier de cordée, tous les membres de la cordée derrière ce processus de développement. Ça va marcher ? On n'en sait rien. C'est ça la grande question, c'est qu'on sait que le premier appel à projet, qui est un appel à projet pionnier, hein, attention, il est normalement suivi d'un deuxième appel à projet qui devrait concerner, là cette fois-ci, les entreprises sur les territoires qui sont d'une échelle moins importante et d'une dimension... Donc ça répond à la demande de la tribune pilotée par Fairtrip. Tout à fait. La réponse à Fairtrip, à mon avis, je la connais en gros dans les grandes lignes, va être vous impatientez pas, on a prévu un deuxième appel à projet qui va concerner non pas des petites entreprises, mais des consortiums d'entreprises régionaux qui devront se charger d'accompagner le développement des petites entreprises innovantes sur les territoires. Sauf que la première des annonces qui a été faite à la sortie de French Impact, 3 semaines après, c'est le deuxième appel à projet va être décalé pour des raisons budgétaires. Donc on a rendez-vous début 2019, alors qu'au départ c'était prévu en octobre 2018. Bon.
Est-ce que tout ça ne va pas être suivi de succession de raréfaction de moyens publics qui vont obliger à retarder la mise en œuvre de ce deuxième appel à projet? Les plus pessimistes d'entre nous disent qu'il n'aura jamais lieu. Voilà. Alors Éric Forti, vous avez entendu aussi Nicole Notat. Quel regard portez-vous sur cette proposition des entreprises à mission? Ce sont les valeurs de l'ESS qui vont se diffuser dans l'entreprise classique selon vous? Tant que l'économie classique se préoccupe de sa responsabilité sociétale, c'est très bien, pourquoi pas. Là où ça risque d'avoir des effets secondaires néfastes pour l'ESS, c'est qu'on va rentrer dans une logique qui va obliger les entreprises de l'ESS à reconsidérer leur rapport au pouvoir public compte tenu de cette concurrence qui va arriver d'entreprises classiques qui vont drainer des moyens qui étaient pour le coup jusque-là fléchés aux entreprises de l'ESS. Je pense notamment aux financeurs solidaires. L'accès à la finance solidaire était un des principes qui caractérisait l'ESS dans les rapports entre les financiers et les objets d'entreprises d'utilité sociale. Si on va jusqu'au bout de la logique de la loi Pacte, ces entreprises classiques pourront, si elles respectent un certain nombre de ces principes d'entreprise à mission, accéder à tous ces modes de financement spécifiques. Mais au fond, Éric Forti, si les entreprises classiques s'engagent, si elles inscrivent une mission sociétale dans leur statut, est-ce que ça n'est pas finalement la victoire du monde de l'ESS sur le monde économique? Qu'est-ce qui reste comme différence entre une structure de l'économie sociale et solidaire et une entreprise classique? C'est une très bonne question et c'est là la finesse de l'analyse qui permet de conduire à une conclusion qui n'est pas forcément très satisfaisante. Qu'est-ce qui va nous différencier? En fait, le grand principe qui nous différencie depuis le début, y compris avant la loi 2014, c'est la propriété collective. C'est-à-dire que dans les entreprises de l'ESS, quel que soit leur statut défini par la loi 2014, si on accepte les entreprises à but social, qui existent aussi dans l'ESS depuis 2014, toutes les autres sont des entreprises dont la propriété n'est pas individuelle, dont le pouvoir n'est pas lié à ce sentiment et cette capacité de posséder. Or ça, c'est une énorme différence avec l'économie classique, c'est que quel que soit le statut des entreprises de l'ESS, encore une fois, le développement de ces entreprises ne repose pas sur la capacité à développer son patrimoine personnel, à s'enrichir en possédant. Au contraire, dans les entreprises de l'ESS, on ne peut s'enrichir qu'en travaillant, qu'en investissant parfois dans les coopératives, mais on ne peut pas, à partir du moment où on est investisseur d'une coopérative, par exemple, au capital d'une coopérative, le mot est lâché, on ne peut pas être majoritaire. Ça n'est pas possible. Or ça, c'est une énorme différence dont on ne parle pas souvent. Hein. Donc il y a certains garde-fous statutaires dans le monde de l'économie sociale et solidaire, et puis c'est pas forcément facile non plus pour les grandes entreprises de s'engager sur des questions politiquement sensibles. C'est plus facile pour les petites structures, et on va le voir tout de suite avec notre reportage du mois. On vous emmène découvrir les cuistots migrateurs. Ils ne sont pas tous professionnels de métier, mais ils ont tous fait de la cuisine, souvent dans un cadre familial de manière assez intensive, et qui ont envie d'en faire leur métier. Et en fait, entre la motivation et les origines, on arrive à faire des merveilles. Ça fait un an et demi que je suis tout seul avec Cuisto. Je n'ai pas trouvé un autre métier pour travailler. C'est ça que je connais. Je vais travailler dans la restauration. C'est le travail de familial. Mon père, ma mère, ma grand-mère, moi maintenant. Ils ont tous envie d'être des professionnels de cuisine et du coup, je suis là juste pour les guider, quoi. C'est eux qui ont leurs idées et les références des recettes de leur cuisine. Et, du coup, on fait des essais, on goûte beaucoup. Par exemple, avec Sarah, qui aime bien la cuisine très piquante, très pimentée, il faut parfois baisser un peu le niveau. L'événement aujourd'hui, c'est que c'est la fête de la journée de la francophonie. Donc on a souhaité organiser un repas. Ça nous permet aussi d'être impliqués en tout cas pour la défense des réfugiés et d'avoir une autre vision en tout cas de ce qu'on se fait des réfugiés.
Un reportage à retrouver en version longue sur mediatico.fr. Éric Forti, vous êtes très investi auprès de la Ligue de l'enseignement, un mouvement d'éducation populaire, dont vous êtes d'ailleurs le directeur de la Fédération du Val d'Oise. Tout à fait. Que vous inspire ce reportage ? Écoutez, d'abord, c'est pas une surprise parce qu'on connaît cette structure, les cuistots migrateurs. La CRES a l'ambition notamment d'organiser son assemblée générale le 26 juin en s'appuyant sur la prestation que va nous proposer les cuistots migrateurs. Il n'y a pas de hasard. Oui, voilà, on est dans un petit monde, hein, les innovateurs, les entrepreneurs utiles socialement se retrouvent petit à petit à travailler entre eux dans des fameux écosystèmes locaux qu'on va essayer de développer. C'est aussi un des rôles de la CRES. Mais tout ça pour dire que nous sommes en ce moment, nationalement, tous à la Ligue de l'enseignement, derrière cette volonté de participer, contribuer, critiquer, construire un système d'accueil pour les réfugiés, immigrés et autres qui soit digne des principes de la République et des principes historiques de notre pays. Surtout que ça ne va pas s'arranger. On voit bien qu'arrivent prochainement les réfugiés climatiques avec l'évolution et le dérèglement climatique qui va obliger certaines populations massivement à migrer sur les territoires où il restera encore de quoi vivre et qu'il faut que mondialement on se prépare à toute cette évolution migratoire, quoi. Alors, au-delà des migrants, il y a d'autres enjeux sociaux importants en ce moment dans l'actualité. En particulier, les associations de solidarité s'alarment contre la fermeture des centres d'hébergement d'urgence avec la fin de la trêve hivernale. On parle de 2500 personnes qui vont être remises à la rue en Île-de-France. Tout à fait. Ça, c'est le gros problème de l'Île-de-France qui est très attractive, hein. On comprend pourquoi. C'est 30% du PIB français, une des plus grandes régions économiques d'Europe, pour pas dire la plus importante, et que du coup, les immigrés sont attirés par ces territoires où ils pensent pouvoir trouver, et à juste titre, des réponses à leurs besoins. Sauf que la politique d'accueil et d'infrastructure qui permet de gérer cet accueil dans les meilleures conditions possibles, elle n'est pas au rendez-vous, quoi, puisque on a bien assisté à quelques débats assez virulents entre la présidente de la région Île-de-France, la maire de Paris, Madame Hidalgo, où ils sont pas d'accord sur les lieux, sur les moyens, sur l'organisation globale de cet accueil. Je pense que là, il y a une responsabilité majeure des politiques locaux à prendre en compte ce problème d'accueil qui, à mon sens, est prioritaire. Eh bien, merci beaucoup, Éric Forti, d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et tout de suite, on retrouve le coup de cœur de Juliette Loiseau. Aujourd'hui, on retrouve Flora Doubilé, qui est la fondatrice de Paris Solidarité. Bonjour. Bonjour. Alors Flora, qu'est-ce que tous ces gens derrière nous font là aujourd'hui? Pourquoi ils sont là? Alors eux-mêmes ne le savaient pas, c'était une surprise pour eux. L'idée en fait c'est d'organiser un jeu de piste solidaire. Donc là on est au Grand Voisin. Il y a différents jeux de piste donc ici ou ailleurs. Et là c'est un team building solidaire. Donc c'est une activité pour une entreprise qui est Live Mentor. L'idée c'est à la fois de se dépayser, de s'inspirer. Le principe c'est vraiment de faire des belles rencontres au sein de leur équipe, donc vraiment de créer du lien et de faire des belles rencontres en dehors de l'équipe parce qu'ils vont rencontrer différentes personnes sur leur chemin. Je pense que c'est vraiment une vraie ouverture d'esprit. Là on est au Grand Voisin et ça montre vraiment la variété de tout ce qui se fait, de toutes les personnes qui peuvent travailler ici ou de montrer qu'il y a des personnes qui sont aussi hébergées là. Donc c'est vraiment apporter des exemples concrets de personnes et le principe c'est vraiment de mieux comprendre ce que c'est que les Grands Voisins grâce au regard des personnes qu'ils vont rencontrer. Paris Solidarité, c'est quoi son impact aujourd'hui? Alors Paris Solidarité existe depuis plus de 3 ans. Il y a 12 parcours dans Paris et un qui existe à Ivry. L'esprit est le même à chaque fois, c'est à la fois de créer du lien social, créer de l'interaction entre différentes personnes qui ne se connaissent pas du tout ou qui se connaissent un petit peu dans le cadre professionnel par exemple, et à la fois de découvrir des initiatives locales, positives et solidaires en rencontrant des acteurs engagés d'un quartier ou d'une ville qu'on connaît par cœur, enfin qu'on pense connaître bien ou qu'on ne connaît pas du tout. Merci beaucoup Flora Doubilé, et du coup on vous laisse retourner avec tous les participants qui ont l'air bien prêts. Merci beaucoup, à bientôt. Alors pour des jeux de piste qui ont du sens participatif et solidaire, soit en famille, soit avec votre entreprise, eh bien rendez-vous sur internet parissolidarité.com. Paris Solidarité, vous écrivez T comme l'heure du thé. Allez tout de suite, un coup d'œil sur l'agenda.
Les rendez-vous à ne pas manquer pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Jusqu'au 23 mai, participez au prix Convergence, 31 projets en lice portés par des acteurs publics, privés, associatifs. À vous de voter pour nous dire lesquels sont, selon vous, les plus porteurs d'un avenir durable et équitable. Make Sense organise de son côté le 26 mai le Sense Fiction Day pour imaginer sa start-up circulaire et sociale. Ça se passera à Paris et le thème du jour sera en 2024 des Jeux olympiques circulaires et solidaires. Le 28 mai se tiendra le salon handicap et achat responsable. Ce sera au Palais des Congrès de Paris. 150 exposants, 60 conférences, dont une animée par l'Avise. Handicap et insertion, comment développer une politique d'achat socialement responsable? Réponse en travaillant bien sûr avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Si vous avez entre 18 et 35 ans, si vous voulez créer une coopérative, eh bien c'est à l'université de Poitiers que vous allez pouvoir cet été vous former pendant 2 semaines, fin juin, début juillet. Ça s'appelle Campus Coopérative, date limite pour postuler le 31 mai. Et puis le 31 mai, date limite aussi pour candidater au 9e Grand Prix de la finance solidaire organisé par Finansol et le journal Le Monde. Objectif, récompenser les entrepreneurs qui remettent l'homme au cœur de l'économie. Et vous pourrez bien sûr retrouver l'ensemble de ces dates dans notre agenda sur mediatico.fr. Voilà, Impact 4e édition, c'est terminé. Rendez-vous bien sûr le mois prochain. D'ici là, pensez à votre impact et agissez, vous avez le pouvoir.